Salut Étienne. Salut Baptiste. Écoute Étienne, j'avais une question pour toi. Oui. Selon toi, quelle serait l'œuvre de Spielberg qui résumerait toutes ses œuvres? Oh boy. Moi, je pense que ça prendrait un requin, robot, alien, nazi. C'est bon. Ça ferait un bon Sharknado, par contre. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. Initiative, Baptiste. Oh là! Oh là! Ça fait longtemps que j'ai pas roulé ça. C'est parti. Oh, j'ai 3. 9. 9. Bon, t'as l'initiative, Baptiste? J'aime ça qu'on n'ait pas encore du tout roulé jamais de critique. Ça fait juste monter le stress d'un cran à chaque fois qu'on reroule. À chaque fois, je suis d'accord. Parce que là, on est tu sais, les probabilités, à un moment donné, vous nous rattrapez, là. Fait que, bref. Ouais. À mon tour. Je suis papa pour une deuxième fois. Bravo, Baptiste. J'ai eu une Félicitations. petite fille du prénom de Samuel. On est bien content avec ma blonde. Fait que c'est ça qui s'est passé depuis la dernière fois. C'est pas une mince affaire. Non, c'est gros. C'est félicitations. Gros. Là, t'as un double permis de papa. J'ai un double permis de papa. Alors, ça veut dire que tu peux faire 2 fois plus de dad jokes. Exactement. Puis je commence très bien ce rôle-là. Ça fait longtemps que je l'assume. Avant même d'avoir des enfants, je faisais des dad jokes. All right. Ouais. Bon. Toi, mon cher Étienne, as-tu d'autres... qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement? Oui, en fait, si vous êtes sur notre Discord, vous avez su que j'ai comme droppé une genre de bombe. Comme quoi j'avais une déclaration à faire. Oui, il y a une déclaration à faire, puis il me l'a toujours pas dit. Donc, tu sais que je suis un très, très, très grand fan de Nintendo. Oui. En particulier de Zelda. Mm-hmm. Et tu sais qu'il y a un Zelda qui est sorti récemment. C'est-à-dire le jeu de Zelda qui met en vedette Zelda. Oui. Et je ne l'avais toujours pas. Alors, je suis allé au Best Buy. Okay. Puis, j'ai acheté une PlayStation 5. Ben non. T'as une PlayStation 5. Ouais, ben oui. Écoute, je voudrais remercier M. Night Shyamalan d'avoir m'aidé pour cette twist-là. Ouais, je me suis acheté une PS5, toi, chose. Mais non, mais... Ouais. Ah ouais? Ouais. Une PS? Une PS5. Qu'est-ce que tu fais avec une PlayStation? Je la regarde, elle prend tellement de place. C'est gigantesque. Mais là, attends, ok, c'est quoi tes prospects là, de jeux? Qu'est-ce que tu veux jouer sur PlayStation exactement? Bon, alors la réalité, c'est que moi j'ai manqué une multitude de jeux depuis toujours. J'ai déjà eu une Xbox 360, mais j'avais pas beaucoup de jeux. J'avais joué à Grand Theft Auto, puis c'est pas mal ça, puis à FIFA. J'ai eu une PS4, mais j'ai eu une PS4 pas mal en même temps d'avoir mon premier enfant, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de temps. T'en as pas profité. Exactement. Ouais. Puis à chaque fois que je voulais jouer, il y avait une update de 800 terabytes à downloader. Donc, bref, 800 terabytes. Je jouais jamais. J'ai joué à Battlefront 1 et 2, puis ça a fait le tour. Donc, puis j'avais acheté une Switch parce que c'était facile. C'est facile à prendre, à jouer 5 minutes, à redéposer, puis ça m'a permis de retomber dans le gaming. Puis, on s'entend qu'il y en a eu beaucoup des jeux qui sont sortis dans les 20 dernières années, autres que sur des consoles Nintendo. Puis je me suis dit, bon, là, je plonge dans un autre univers. Puis ça va nous permettre de faire des segments pratiquement à chaque épisode de Nintendo Fanboy essaye un jeu de PlayStation 5. Ah, nice! C'est bon, ça. Ouais, c'est excellent, j'aime ça. Yes. Première impression, la manette est phénoménale. Oui. La manette est phénoménale. Il y a des triggers adaptifs. Je dis adaptifs, là, des triggers avec résistance variable de temps. Juste le jeu de Astrobot, le tech démo de la manette, c'est impressionnant, c'est exceptionnel. Ouais. J'adore ça. Ah, mais c'est le fun, ça. Ouais. C'est le fun, ça. Ben, moi, je ne suis jamais passé du
côté obscur de la PlayStation. mais j'ai joué à beaucoup de jeux de PlayStation parce qu'il y en a certains qui ont été adaptés en PC, parce qu'il y a un service qui s'appelle PS Plus Premium qui est comme un genre de streaming, de service de streaming de gaming de Sony. Que tu avais certains types de jeux que tu pouvais retrouver sur ce service-là. Mais c'est ça. Fait que je suis bien content que tu achètes ça parce que, en tout cas, on aura peut-être des jeux en commun à parler. Ouais. J'en ai essayé un. J'en ai essayé deux. Lequel? J'ai commencé, pas par le plus simple, j'ai commencé par Elden Ring. Oh là là. Oh là là. Là, t'auras des choses à raconter à Eddie. Ah oui, mais ça je l'ai fait. Je veux dire, j'ai tellement de drôles de relations avec ce jeu-là. Oh là là. Non. Tu sais, ça serait un coup à péter ta manette en l'envoyant parce que t'as pas... non, c'est pas mon genre de faire ça. Je suis pas colérique, mais je vais stresser. OK. Je suis un fan de Zelda, je l'ai dit tantôt. Ouais. Breath of the Wild encourage l'exploration, puis t'explores, tu découvres des trucs, tu es récompensé pour ton exploration. Elden Ring encourage n'importe quoi, tout. Encourage le combat, va te battre. Hey, regarde, il y a tel truc, ça a l'air cool. Hey, regarde ça. Ah, voici un coffre au trésor. Mais à chaque fois, te frappe d'en face avec un poisson congelé. C'est que, ah oui, regarde ce truc-là, tu veux aller le combattre, hein? Non, il te one-shot. Hey, regarde ce coffre au trésor, là, tu veux l'ouvrir, hein? Ah, il te téléporte à un endroit que bonne chance pour sortir de là. C'est que, il veut que tu explores pour te péter la gueule. Ben oui. C'est ça le concept même. Ouais, il y a quelque chose de magique dans ce jeu-là. Je sais pas s'ils ont mis du crack dedans ou je sais pas si c'est simplement un jeu très bien designé, mais je déteste jouer à ce jeu-là. Mais à chaque fois que je le déposais, j'avais envie d'y retourner. C'est pour ça, hein? C'est pour ça que je voulais pas être un héros dans les Souls-like. C'est exactement un héros ça. Ou un NPC dans ce jeu-là. Ah ouais, non, c'est ça. Non, c'est terrible. Mais oui, visuellement, c'est à couper le souffle. Ça a l'air vraiment malade. Ouais. Ouais. L'autre jeu que j'ai joué, je vais le mentionner brièvement, c'est Spider-Man, mais c'est la version PlayStation 4. C'est un beau open world, mais qui est très... c'est très open world classique. Là. Il y a une carte, la carte te dit tout. Puis, c'est ça, exactement. C'est ça. T'es moins en mode exploration, t'es plus dirigé. Exactement, t'es en mode va cocher des cases. Mais je pense qu'ils avaient des bons ratings, les jeux de Spider-Man, dans les dernières années. Oui. Ils avaient l'air d'avoir fait le travail. Regarde, c'est ça fait le travail. C'est un bon jeu. Les contrôles sont magiques. Mm-hmm. Tu sais, tu regardes Spider-Man se promener entre les buildings dans les films. C'est dire, OK, comment il fait? Je comprends pas la physique de ça. Ben oui. Ça doit être impossible à contrôler. Mais le jeu vidéo te donne vraiment l'impression que tu contrôles tout ce que tu fais et que tu fais ce que tu veux faire. Mm-hmm. Oh, oui. Puis se promener dans New York, dans une petite version réduite de New York, mais c'est quand même New York, c'est vraiment cool. Ouais. C'est trippant. Puis il y a du fast travel de possible dans ce jeu-là. Je ne l'ai jamais utilisé. Ben non. Mais non, l'un des intérêts du jeu Spider-Man, c'est de te déplacer comme Spider-Man. Exactement. Je veux dire. Exactement. C'est ça. Ouais, tout à fait, je comprends. Donc, PS5, nice. J'ai mon cousin Olivier, que je mentionne souvent dans l'épisode, qui nous écoute. D'ailleurs, des fois, il envoie des idées d'épisodes. Il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ça. Mais bref, je le salue. Il est descendu de Montréal. Il est arrivé à Québec avec une pile de jeux PS4, PS5. Quand j'y ai dit, hey, je me suis acheté une PS5, il a pratiquement dit, j'arrive. Puis il est parti avec son auto. Puis il m'a amené, je pense, une quinzaine de jeux. Nice. J'ai Ghost of Tsushima à essayer. J'ai God of War à essayer, que j'ai vraiment hâte. Puis là, je viens tout juste de commencer Horizon Zero Dawn, alors j'en parlerai la prochaine fois. Ben oui.
Ouais. Toutes des jeux que j'ai faits, fait que j'ai bien hâte que tu les passes pour qu'on en parle. Yes, j'ai vraiment hâte d'en parler avec toi parce que pour vrai, c'est un bon achat. Je suis vraiment content de m'être gâté comme ça. Très nice. Cool. Quoi d'autre, Baptiste? Moi, j'ai fini God of War Ragnarok. Oh, Ragnarok. Ouais. Nice. Avec, parce que moi, c'est drôle, je joue sur mon PC à certains jeux de PS qui sont sortis finalement sur PC avec une manette de PlayStation 4, une DualShock. Oui, OK. Qui est pluguée directement en USB à mon PC. Fait que au moins j'ai l'expérience de la manette de PlayStation pour jouer au jeu, mettons. Puis en parallèle de ça, j'ai écouté une série qui s'appelle Twilight of the Gods qui a été réalisée par Zack Snyder. Hein? C'est une série animée. Puis je pense qu'il y aura juste une saison. Il me semble pas qu'il y en aura d'autres. Okay. Puis ça raconte aussi Ragnarok. Fait que c'est le fun parce que j'ai vécu à la fois l'histoire de Ragnarok dans le jeu God of War et l'histoire de Ragnarok dans Twilight of the Gods sur Netflix. J'ai vraiment aimé ça. Okay, est-ce que tu as regardé ensuite Thor Ragnarok? Non. Non, je suis pas allé jusque-là. Mais je pense que j'en connaissais pas beaucoup sur la mythologie autour de Ragnarok. Je connaissais les dieux, etc. en lien avec les dieux du Nord, dans le fond. Mais je connaissais pas tant que ça Ragnarok, l'histoire avec les géants, Thor qui a tué plein de géants, etc. Bref, il y a tout un lore qui est vraiment intéressant pour vrai dans ce... Puis c'est drôle parce que dans Twilight of the Gods, chose que dans God of War et Ragnarok, ils ont comme pas cet angle-là parce que ça fait pas partie de l'univers, mais dans Twilight of the Gods, Ragnarok arrive au moment où la religion polythéiste s'éteint puis est remplacée par Jesus. OK. Non, mais puis je trouvais ça intéressant. Je me disais, c'est cool, tu sais, une genre d'apocalypse, mais en réalité, c'est plus une disparition de Asgard puis des dieux standards, puis un remplacement par une nouvelle religion. Tu sais, fait que j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Je trouvais ça super intéressant. Okay. Mais bref, c'est pas le punch de la série, mais bref, vous pourrez regarder si ça vous dit. Fait que c'est ça, j'ai fait ces deux trucs-là en parallèle, puis j'étais bien content. Ça m'a plongé à 100% dans Ragnarok. Bon, ben, regarde, dans ce cas, regarde, j'hésitais pour l'ordre dans lequel jouer au jeu que j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai commencé par Horizon Zero Dawn parce que je me suis dit, je vais pouvoir me donner un break de Horizon puis y retourner avec le Forbidden West après avoir joué à Ghosts et à God of War. Ouais. Donc, je vais faire God of War ensuite. Je ferai Ghost of Tsushima après. Ouais. Puis après, je déciderai est-ce que je fais Ragnarok ou Forbidden West. Puis on pourra en parler. Je les ai toutes faites. Tout ce que tu viens de dire, je les ai déjà faites. Super. J'ai un peu d'avance. Il te reste à essayer de faire Elden Ring au complet. Bonne chance. Oh non. En passant Elden Ring, j'ai arrêté. J'ai mis le jeu en punition. Je l'ai mis dans le congélateur. Dans le congélateur. Ouais. Pour éviter qu'il se transforme en monstre. Pour éviter. Non, juste pour le punir un peu. Là. Oui, mais j'y retournerai éventuellement, mais je veux dire, mon niveau de stress et d'anxiété, je veux dire, a décuplé. Donc, c'était pas une bonne chose. Non, je comprends ça. Puis toi, Étienne, avais-tu autre chose? Oui. Sur Apple Arcade, j'ai Apple Arcade. Ouais. Qui est plus un truc qui est. C'est pas délibéré que je l'ai, mais je l'ai. Ça fait partie de mon abonnement à Apple. Puis ils sortent des jeux une fois de temps en temps. Puis là, ils ont sorti Balatro. As-tu déjà joué à Balatro? Non. OK. Balatro, c'est disponible sur plusieurs plateformes. Mais ça s'avère que maintenant, il est inclus dans Arcade. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, c'est roguelike, un peu de deck building, mais tu joues contre toi-même. Dans le fond, tu joues contre le score. Il faut que tu fasses un score de plus en plus élevé à chaque fois. Puis tu améliores tes cartes avec différents jokers, différentes... bref, tu as des modificateurs sur tes cartes. Tes cartes font des points. Tu peux avoir des multiplicateurs de tes points, puis tu peux avoir des multiplicateurs de multiplicateurs pour faire des scores toujours de plus en plus élevés. OK, ouais. C'est un genre de jeu que j'ai commencé parce que j'en avais entendu parler. J'ai joué une partie, je me suis dit, je comprends pas l'attrait. J'ai joué une deuxième partie, je me suis dit, je vais en faire une troisième, puis la troisième, ça a été la bonne. Il y a eu un déclic qui s'est fait dans ma tête au point où ma blonde me regarde jouer
aux cartes comme ça, puis elle me dit « T'es un accro du jeu », un peu comme dans les Simpsons, quand Homer insiste que Marge est une accro du jeu. C'est fou ce jeu-là, à quel point c'est divertissant. Puis c'est un jeu qui veut que tu le brises. C'est un jeu qui veut que tu fasses un score qui ne sera pas capable d'afficher, puis qui va mettre un petit E dedans comme une calculatrice parce que... mais c'est un jeu également qui va se foutre de ta gueule parce qu'il va te donner des objectifs ou des curveballs difficiles à contrer. Puis c'est un bijou. C'est un petit jeu indie vraiment le fun. Vraiment le fun. Nice. Ouais. Nice. Ah oui. Super cool. Très cool. De ton côté? Moi, je pourrais... en fait, je vais vous donner le nom, puis au pire, on pourrait repartager à ceux que ça intéresse. Mais j'ai découvert une vidéo que mes amis français m'avaient envoyée il y a quelques semaines, qui s'appelle « L'horreur existentielle de l'usine à trombone ». Je sais que tu sais de quoi je parle parce que quand j'en ai parlé à Eddie, il m'a dit tu vas voir, Étienne il est tombé là-dedans aussi. Ouais. Fait que c'est un Français qui a fait seulement quelques vidéos, il a pas encore fait beaucoup de vidéos, mais je trouve il a un super bon storytelling là. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est il a fait une vidéo puis il parle d'un jeu que vous pouvez aller voir là, qui s'appelle Universal Paperclips, qui est un jeu très simple là, que tu peux jouer dans ton navigateur. Puis le but, c'est de faire des paperclips, des trombones. Ouais. Faut en faire toujours plus. Puis là, le jeu est comme très minimaliste, je pense, en partant. Là, t'as juste des boutons pour faire des paperclips, puis acheter du matériau pour faire plus de paperclips, puis ainsi de suite. Puis au fil du temps, le jeu te rajoute des objectifs, des trucs que tu peux débloquer, tu sais, pour genre, t'as des trucs qui font automatiquement des paperclips à ta place, puis etc. Fait que tu grandis, tu bâtis, etc. Mais ce qui est intéressant, puis il le dit dans la vidéo quand même assez tôt, là, mais c'est que finalement, ce jeu-là, en réalité, tu joues comme si tu étais une IA. Puis les humains qui t'ont créé t'ont dit, toi, intelligence artificielle, fais des paperclips. C'est ça ta job. Puis après ça, au fil du temps, on va t'accorder de plus en plus de confiance, fait qu'on va te permettre d'augmenter ta puissance de processing, on va te permettre de... Puis ainsi de suite, fait que tu bâtis cette chose-là de façon vraiment gigantesque, mais il y a vraiment comme une... C'est vraiment intéressant la façon dont il le décrit dans la vidéo, parce qu'il dit à quel point ce jeu-là raconte une histoire par rapport aux intelligences artificielles, puis vers quoi on s'en va avec les intelligences artificielles. Puis c'est super simple le jeu, là. C'est du texte en Times, puis c'est des boutons. C'est sur le web, là. C'est du web non stylé, là. Ça rappelle Earth 2025 dans le temps, dans les années 90, quand on était jeunes, quand on jouait à ça. Là, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Puis là, ce gars-là qui fait cette vidéo-là, en partant avant tout du jeu Universal Paperclips. Après ça, il étend, genre, il explique c'est quoi les accélérationnistes en ce moment dans le domaine de l'IA versus les doomers, c'est quoi, tu sais. Fait qu'il y a plein de concepts là, qu'il vient présenter, rajouter. C'est vraiment dystopique, mais c'est super intéressant. Fait que c'est sûr que si vous êtes déjà un peu déprimé, écoutez peut-être pas cette vidéo-là tout de suite, là, gardez-la pour plus tard. Mais mettons que vous êtes dans un bon mood puis vous vous dites j'ai le goût d'écouter de quoi là qui est comme bien raconté autour de le futur de l'IA puis toutes ces choses-là. J'ai adoré cette vidéo-là. Fait que moi j'ai joué puis c'est le genre de truc qu'il faut pas me faire jouer parce que c'est addictif là, moi ça. Je voulais faire plus de trombone là. Puis encore une fois, ma blonde m'a vu jouer à ça, puis elle a trouvé une citation, je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça, mais je l'ai ressorti. Ça vient d'un philosophe britannique qui s'appelle Nick Bostrom. OK, oui. Imaginez, écrit-il, que le directeur d'une usine de trombone achète un ordinateur super intelligent à qui il demande de produire le plus grand nombre de trombones possible. Pour atteindre cet objectif, l'ordinateur de l'usine de trombone finit par conquérir l'ensemble de la planète Terre, tue tous les humains, envoie des expéditions s'emparer de nouvelles planètes et utilise les immenses quantités de ressources ainsi acquises pour remplir la galaxie d'usines de trombone. En réalité, le jeu, c'est la représentation de ce que ce gars-là raconte. Exact.
c'est exactement cette représentation-là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est très dystopique. Oui. Mais c'est quand même super intéressant parce que en ce moment, on le vit, l'IA, puis l'accélération, puis toutes ces choses-là, c'est vraiment intéressant de se positionner là-dessus. Puis c'est vrai que, puis là, après ça, justement, dans la vidéo, il donne plein d'exemples où il y a des intelligences artificielles qui se sont faites donner un objectif, mais on leur a mal exposé qu'est-ce qu'on voulait réellement qu'elles fassent. Fait que là, elles prennent des tangentes qu'on n'avait pas du tout prévues. Puis là, ça crée ce qu'on appelle un problème d'alignement. Mais je veux pas faire toute la vidéo. À la place, allez la regarder, c'est super intéressant. Ben déjà, ça prendrait les lois de la robotique de Asimov. Ouais, c'est ça. Oui, mais même là, tu sais, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Ils donnent des exemples de genre... Ils disent je pense à une IA, avec tel bras robotique, essaye de prendre telle balle. Puis plutôt que de faire l'effort d'aller prendre la balle, il a compris de quel angle regardait l'observateur, puis il fait juste mettre son bras devant pour faire croire à l'observateur qu'il est en train de prendre la balle. Tu te rends compte à quel... Non, mais tu sais, c'est impressionnant. C'est vraiment... Puis ça, tous ces exemples-là sont vraiment super intéressants. L'horreur existentielle de l'usine à trombone, c'est sur une chaîne qui s'appelle Ego, E-G-O. Fait que je vous le conseille. Alright. Voilà. Yes, de mon côté, j'ai finalement écouté la série House of the Dragon, version originale en français, La Maison du Dragon. Non, ce n'est pas un restaurant chinois. C'est tellement bien produit. Ben oui. C'est tellement bien produit. C'est dommage que les personnages soient pas aussi intéressants / attachants que Game of Thrones, mais c'est un exemple exceptionnel d'une production, d'un set design, d'un style, d'une vibe d'une série télé qui est tellement bonne. Ouais. Il manquait clairement un épisode à cette saison-là. La saison T'as regardé finie, la saison 2. Ouais. La saison se termine, puis tu fais mais il manque un épisode. C'est pas possible. Puis c'est comme, non, ça va être dans la saison 3, c'est-à-dire dans 8 ans. Parce que HBO, même Netflix, je veux dire, toutes les séries télé ces temps-ci, ça prend au moins... Il y a une pause d'au moins 2 ans entre plusieurs saisons. Là, il y a Arcane qui la saison 2, en date d'enregistrement, en date de sortie de l'épisode, c'est déjà sorti, mais Arcane, ça a pris 3 ans. Là, il y a Severance, Silo, puis Shrinking, que, bon, ça revient, mais ça a pris 2 ans, voire 3 ans. Ouais. Puis là, HBO qui dit « Hey, nous, on va faire une série télé Harry Potter. On va raconter l'histoire de Harry Potter. On va recaster Hermione, Harry et Ron. Et on va faire une série. » Puis moi, tout ce que je me dis, c'est ils vont devoir faire une saison par année. Ben oui. Sinon, Harry, il va être en deuxième année, puis il va avoir une barbe. À la quantité de contenu de livres, s'ils veulent splitter ça en beaucoup de saisons, puis que tu comptes un délai en années entre les saisons, c'est ça. Tout le monde va être très très vieux. Exactement, on va être vieux. Il y a probablement le prochain acteur de Dumbledore va aussi peut-être s'éteindre en cours de route, puis on va devoir à nouveau le remplacer. Ça va encore leur prendre plusieurs Dumbledore. Il n'y aura pas le choix. Oh là là. Un dernier truc pour toi? Non, ça fait le tour. Ça fait le tour. Parlons de Spielberg. Ouais. Spielberg. Tu sais pas jouer, Jack? Oh yeah. Spielberg. Là, le sujet, c'était tellement vague. J'ai proposé Steven Spielberg à Baptiste. Puis j'ai dit oui. Il a dit oui, puis on s'est pas reparlé. Non, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir. C'est toi qui as l'initiative. C'est toi qui as roulé un œuf. Vas-y. C'était flou, mais en même temps, on a rapporté des précisions. Après ça, on s'est dit, on pourrait faire peut-être un genre de top 5-ish. En tout cas, peu importe là, on va voir comment ça va d'un bord puis de l'autre. Peut-être qu'on peut... ce que je te suggère, Étienne, c'est... Je vais te dire des films de mon top 5 à moi,
Puis si jamais, toi, t'as l'un de tes films de ton top 5, ben, faisons tous nos points ensemble en même temps, en alternance, puis allons-y comme ça. Puis si jamais tu l'avais pas dans ton top 5, ben, je vais en parler, puis toi, tu peux prendre, après ça, l'initiative pour parler de ton prochain film dans ton top 5, puis ainsi de suite. Parfait. Bref. Moi, c'est pas juste un top 5 que j'ai, par contre, mais non? Allons-y. Non, parfait. J'ai d'autres trucs. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'y suis vraiment allé sur le top 5. Je me suis rattaché à ça. OK, c'est bon. Mais je vais dire une chose générale quand même, là. Steven Spielberg a eu un impact monumental sur la pop culture, puis sur... Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, dans la cour de récré, il fallait que tu connaisses ce qui se passait dans les films de Spielberg pour avoir des discussions cool avec les autres. Hey, c'est cool ça? Ouais. Mais mais je veux dire, peut-être qu'il y avait d'autres groupes sociaux en dehors de ceux que moi je fréquentais qui faisaient pas ça, mais moi, les jeunes avec qui j'étais, ça faisait partie de nos cadres de référence de parler de Jurassic Park, puis de telle scène, puis de telle... Tu sais, fait que... Ouais. Fallait que t'en écoutes un peu, parce que ça faisait partie des discussions, genre, dans la cour de récréation avec les autres jeunes. Fait qu'il y a quelque chose de... Puis, ben, je suis français, hein, fait que moi, tous ces films-là, je les ai toujours d'abord vus en VF. Ouais, ben c'est ça, puis... ou Midi les Zouzous, hein, c'est toi qui choisis. Oui, c'est ça. Fait que et majoritairement, je te dirais qu'à partir depuis plusieurs années, en fait, je regarde majoritairement en VOST, version originale sous-titrée, les films que je regarde en général en anglais ou quoi que ce soit, peu importe. Mais ces films-là font partie d'un répertoire nostalgique, puis malheureusement, je préférerais toujours la version française à cause de la nostalgie qu'il y a dans mon cerveau rattaché à ces films-là. Fait que c'est ça. Mais puis mon top 5, il va peut-être en surprendre certains, mais j'y vais avec des films qui font le plus écho à soit qui m'ont vraiment marqué, ou que j'aurais vraiment le goût de regarder à nouveau aujourd'hui. Il y a certains films de Spielberg qui ont été ultra primés, mais c'est pas forcément les premiers que je regarderai à nouveau aujourd'hui. Fait que, bref, en tout cas. C'est ça. Je suis d'accord. C'est ça. Le premier, je vais parler de lui d'abord. Il faut sauver le soldat Ryan. Ben, c'est sûr. Moi aussi, il est là. Tu sais, je veux dire... Un des nombreux films dans lesquels il faut sauver Matt Damon. Oui. Parce que oui, on a parlé de Brad Pitt qui mange tout le temps, on a parlé de Tom Cruise qui court tout le temps, puis de Sean Bean qui meurt. Mais Matt Damon, faut toujours aller le sauver. Dans Interstellar, il faut aller le sauver. Dans The Martian, il faut aller le sauver. Dans Saving Private Ryan, il faut aller le sauver. Puis je suis convaincu que il y a des situations dans d'autres films où il faut aller le sauver, mais qui ne viennent pas en tête. Non, c'est clair. C'est vrai qu'il faut souvent aller le sauver, Matt Damon. Matt Damon. Mais, il faut sauver le soldat Ryan. Premièrement, le débarquement en France. Juste ça. Tu sais, je veux dire, juste ça. Juste ça, exactement. C'est... no joke, mais mes deux scènes préférées, c'est la scène du début du débarquement, puis la scène du last stand à la fin. C'est mes deux scènes préférées de ce film-là. C'est vraiment excellent. C'est dans mon imaginaire à moi de quand j'étais enfant, là. Mais tu sais, il y a un mix de tu sais, c'est un genre de... C'est un feeling de Band of Brothers, là. Tu sais, c'est comme un groupe, une unité qui va chercher le soldat Ryan, qui commence par débarquer, puis là, ils se font donner cette mission-là, puis bref, ils passent la majorité du film à faire ça. Mais dans les films de type Band of Brothers, ce qui arrive tout le temps, c'est que ils meurent tous un par un jusqu'à ce qu'il reste juste le héros à la fin, finalement, ou quelques autres, mais la majorité sont morts au cours de... Fait que j'ai eu ce feeling-là, tu sais, à un moment donné, j'avais parlé de Halo Reach que j'avais joué, puis c'est exactement le même type de scénario. Tu startes, t'es une gang de 6, tu finis le jeu, t'es tout seul. Tu sais, c'est toujours ce truc-là. Puis, le last stand de Tom Hanks qui shoot un char avec son gun, puis qu'il y a un avion qui passe au-dessus pour lui dropper une bombe dessus. Tu sais, je veux dire, c'est quand même
c'est vraiment cool, ce film-là. Il y a plein de petits trucs cool. Tu sais, je veux dire, la scène aussi d'un sniper dans l'unité. Ouais. Puis là, il rentre dans un village français, je pense. Il y a l'un de leurs amis qui se fait tirer par un sniper allemand. Puis là, le sniper français, lui, son habitude, qui fait... pas français, excuse, le sniper, il est américain. Il est pas français. Son habitude, c'est toujours pendant qu'il vise, il prie. Ouais. Il récite des prières à Dieu. Tu sais, c'est comme ça qu'il fonctionne. Puis à chaque fois qu'il est en mode je snipe du monde, je récite des prières à Dieu. Puis là, cette scène-là je shoot l'autre sniper, mais à travers sa propre lunette de sniper pour lui faire exploser l'orbite de l'œil. J'étais comme, mon Dieu, tu sais, ça punch, ce film-là. Il y a plein de moments vraiment qui rentrent dedans, là. C'est le soldat américain à son paroxysme. En tout cas. Mais même quand les parents français essaient de donner leur enfant aux soldats américains pour les sauver, mais tu sais, comme... Puis, tu vois que la détresse de... Oui. Regarde, il faut faire quelque chose parce que... Ouais, vraiment. C'est... Ouais, vraiment. Ça vient te chercher. C'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé ce film-là. C'est ça. Puis le débarquement, tu sais, puis je suis souvent allé avec mes parents. En fait, on avait l'oncle de mon père qui habitait en Normandie. Fait qu'on allait souvent dans sa maison en Normandie. On allait souvent voir les plages du débarquement. Mais tu sais, avec tout le reste de l'histoire aussi, là, c'est pas aussi... comment je dirais? Parce que, évidemment, ce que Spielberg fait souvent, c'est des versions très romancées des histoires. C'est sûr. Mais tu sais, bon, il y a eu toutes les histoires des Canadiens aussi qui ont débarqué, qui sont pour la majorité quand même bien fait écraser. Bref, pour moi, ça fait écho à plein de souvenirs d'enfance aussi, les plages du débarquement en général. Fait que ce film-là, je pouvais pas ne pas en parler dans mon top 5. Ouais. C'est ça. Comme je l'ai moi, également dans mon top 5, je vais faire un segue créatif. J'aimerais ça voir la version Spielberg de Ocean's 11 où les 10 autres essayent de sauver Matt Damon et meurent dans le processus et Matt Damon réussit, lui, à sortir avec l'argent du casino. C'est ça. Je fais ce lien-là parce que Steven Soderbergh, qui n'est pas la version Walmart de Steven Spielberg. Ça sonne quand même un peu version. Exactement. C'est lui qui a fait Ocean's 11. Mais il a fait un exercice, puis je vais mettre le lien vers son blog post dans les détails de l'épisode, qui est la description de l'épisode. Il a fait un exercice d'enlever le son et la couleur du film Raiders of the Lost Ark. Donc, il a remplacé le son par de la musique, je pense, la musique de The Social Network, entre autres. Puis, il a enlevé la couleur, c'est juste noir et blanc. Il a fait ça seulement pour étudier le style Spielberg, les mouvements d'acteurs, les mouvements de caméra, les plans, le blocking, etc. Bon. Puis, ce qui est magnifique, c'est que tu n'as même pas besoin de son ni de couleur pour bien comprendre ce film-là. La réalisation seulement et le style de Spielberg sont suffisants à te faire comprendre c'est quoi le film, c'est quoi l'histoire, est-ce que lui c'est un gentil, c'est un méchant, c'est quoi le power dynamic entre ces deux personnages-là. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Je vais mettre un lien vers le blog post. Je vais également mettre un lien vers une version écourtée parce que vous n'avez pas 2 heures à regarder un film en noir et blanc avec pas de dialogue. Peut-être que vous avez le temps. Puis si vous avez le temps, faites l'exercice. C'est vraiment cool. Mais vidéo faite par Cinemastix sur YouTube qui explique tout ça. Puis qui, en gros, parle des meilleurs moments. Puis des choses à explorer puis à remarquer du style Spielberg. OK. Ouais. Très intéressant. Yes. Puis là, avais-tu... Non, c'est bon. Je vais me lancer sur un deuxième. Jurassic Park. Ou a.k.a. Furafik Fark. Furafik Fark? Juste pour le logo du T-Rex à qui on a retiré la mâchoire du bas, juste pour qu'ils disent Furafik Fark. Ça, c'est une excellente joke. je sais pas qui est la personne originelle en arrière de cette joke-là, mais c'est excellent. Dans la petite capsule vidéo qu'on avait faite, là?
Non, mais... Non, okay, parce que moi, je l'ai fait. Oui, non, je sais. Non, je sais, mais je parle de... Il y a quelqu'un d'autre qui a déjà fait cette joke-là à un moment donné. Je disais ça comme... Hey, le premier humain qui s'est assis, il a eu une méchante bonne idée. Bref, c'est ça. même genre de commentaires. C'est ça. Oh, j'adore. C'est drôle, j'ai pas Jurassic Park dans ma liste. Ouais, puis tu sais, c'est le genre de choses que je vais avoir 12 films dans mon top 5. C'est ça. Mais Jurassic Park, il a oscillé avec d'autres en parallèle qui ne sont pas dans ma liste, mais qui auraient pu l'être aussi. C'est juste que, encore une fois, ça faisait beaucoup appel à des souvenirs d'enfance, des discussions dans la cour de récré. La scène du T-Rex qui cherche dans la nuit sous la pluie alors que tu sais il y en a certains qui sont pognés dans une voiture qui cherchent à pas faire de bruit, puis là évidemment il y a quelqu'un qui finit par faire du bruit, puis tu sais je veux dire il y a la scène de l'espèce de, je me rappelle plus son nom, mais du dinosaure à collerette qui crache du fucking acide. Le fucking acide raptor. Le fucking acide. Fucking acide raptor. Ouais. Puis le gars sur les toilettes. Je veux dire, qui n'a pas parlé de cette scène-là? Tout le monde a parlé de ça. Surtout quand t'es enfant. Oui. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de... Puis c'est ça que je voulais faire le lien avec d'autres qui sont pas dans mon top, mais c'est dur à décrire, mais je trouve des fois que ce qui fait que Spielberg a bien réussi, j'ai l'impression, entre autres, il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est parce qu'il se prend au sérieux sans trop se prendre au sérieux. Il y a quelques exceptions, hein. La liste de Schindler, c'est quand même très sérieux, puis mais c'est souvent des films qui sont vraiment bien pensés, mais ils ont intégré un peu la pop culture parce qu'ils intégraient des éléments pour plaire à beaucoup de tranches d'âge. Ouais. La scène du gars sur les toilettes, tu sais, je veux dire, dans n'importe quel film de fantasy trop sérieux, ça aurait jamais eu lieu. Mais là, ça a eu lieu parce que Spielberg... T'as peur. Game of Thrones, il y a eu également un mort sur une toilette. Oui, mais tu sais... oui, c'est pas vrai. Un coup de dinosaure, c'était un coup d'arbalète. C'était pas un coup de dinosaure, c'est ça. Mais c'est juste, il y a plein de petits moments drôles dans des... Puis ça je sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est cette tournure-là qui fait en sorte que c'est une référence que t'as quasiment le goût de le regarder en famille à Noël parce que tu sais que tu vas à nouveau te replonger dans ces souvenirs-là de petites jokes comme ça qui arrivent pas en plein milieu du film. Je sais pas, il y a quelque chose de... C'est ça, il y a quelque chose de fascinant pour mon âme d'enfant. L'expérience du cinéma, c'est le fun. Exact. Faut que t'aies du plaisir. Puis c'est vraiment ça, Spielberg. Là. C'est, tout à fait. Exactement. C'est sûr que Saving Private Ryan puis Schindler's List, on s'entend que non. Là. Oui. Il faut que tu sors de là et tu fasses comme tu sais, t'as le truc, c'était cool. Exact. Bon. Ouais. C'est drôle que je l'ai pas dans ma liste. Dis-moi un autre des tiens, là. Bon, j'avais Saving Private Ryan noté en premier, mais j'ai donne, il n'y a pas d'ordre. C'est comme je dis, il y aurait pu en avoir 12 dans mon top 5. Tout à fait. Indiana Jones et la dernière croisade. Mm-hmm. Je sais pas c'est quoi la magie dans celui-là en particulier. Puis je sais que les fans d'Indiana Jones, en général, disent que le premier, c'est le meilleur. Mm-hmm. Mais j'ai toujours préféré le troisième. J'ai toujours préféré la dernière croisade. Je sais pas, je trouve ça tellement bon. Ça arrête, c'est non-stop. C'est fascinant. La relation entre Sean Connery et son fils, les acteurs en tant que tels, c'est quoi, ils avaient comme 10-12 ans de différence. Là. J'ai pas vérifié, là, mais en réalité, je veux dire, ils sont pas loin l'un de l'autre. Mais j'ai toujours trouvé ça super bon. Justement, tu sais, des moments vraiment drôles, vraiment weird, drôles. Ouais, c'est ça. Tu parlais de la toilette et compagnie, que tu fais comme, hey, c'est quoi ça? L'avion dans le tunnel. Il y a un avion qui... Tu sais, eux, ils se sauvent en voiture, puis il y a un chasseur allemand qui crache dans un tunnel, fait qu'il perd ses ailes, puis il glisse à côté de l'avion, puis tout ce que le pilote trouve à faire, c'est tourner sa tête, puis
regarder l'auto qui passe, puis finalement, il sort du tunnel, il explose, il meurt. Mais c'est tellement... Il y a des moments comme ça. C'est ça, exactement, tout à fait. Il y a des moments qui sont gros. Tu sais, c'est gros, là. C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un des premiers films qui m'a fait m'intéresser aux merveilles du monde. Tu sais, genre, le temple Petra à la fin, là. Le temple qui est gravé dans la pierre, qui est creusé dans la pierre, puis qui est magnifique. C'est une place qui existe pour vrai. Ben puis, oui. Tu sais, c'est magnifique. T'as des beaux endroits, des histoires de fun. Puis je pense que des Indiana Jones, ça a beaucoup inspiré une espèce de mouvance de style de film plus sur des grands mystères non résolus, des Benjamin Gates, puis même Da Vinci Code, c'est un peu, tu sais, à quelque part, je veux dire, t'as plein de monuments, puis là, t'as comme le Da Vinci Code qui dit, ça se pourrait que le tombeau de Marie, la mère de Jésus, se trouve en dessous de la pyramide du Louvre. Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, c'est-tu vrai, ça? C'est vrai que c'est comme Indiana Jones, mais juste moins bon. Oui, c'est moins bon. Il y a moins de fouet et de chapeau. Ouais, je suis d'accord. Il y a moins de Sean Connery. Oui, c'est ça. Ouais. C'est drôle. Je trouve ça bon. C'est drôle. C'est excellent. Est-ce que c'est à moi? Ben oui. Ouais? Vas-y, Baptiste. Catch Me If You Can. Il est dans ma liste. C'est tellement bon ce film-là. C'est tellement bon ce film-là. C'est excellent. On en parle-tu ou pas que c'est bon? Et, regarde, on va... Baptiste, toi et moi, back and forth, on fait juste dire c'est tellement bon ce film-là. C'est tellement bon ce film-là. C'est tellement bon ce film-là. Regarde, vas-y. Tu sais, commençons par là. Mais qui ne connaît pas, mais peut-être qu'il y a du monde qui ne connaissent pas très bien ou qui, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vu. Fait que c'est un film sur l'escroquerie, puis un genre de jeu du chat et de la souris entre le héros, Frank Abagnale Jr., joué par DiCaprio, et un agent du FBI qui est joué par Tom Hanks. C'est inspiré d'une histoire vraie, mais c'est ça. Mais c'est drôle, parce que finalement, les escroqueries, ça serait vraiment pas aussi impressionnant que ce que le vrai Frank Abagnale décrit dans sa propre autobiographie. Puis en réalité, la plus grosse escroquerie, c'est ce qu'il raconte de ses grandes escroqueries. C'est magique. C'est quand j'ai appris que c'était pas vraiment vrai. J'étais comme finalement parfait. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Le gars s'invente une vie. Tu sais, c'est juste ça, tu sais. Puis à la limite, tu pourrais regarder le film comme une genre de projection mentale que le gars se ferait de ce que sa vie aurait pu être, mettons, avec toutes les escroqueries puis les grandes affaires. Tu sais, il en fait DiCaprio, qui joue Frank Abagnale dans ce film-là, ça part des fraudes. Il fait des faux chèques qu'il fabrique lui-même pour les encaisser ensuite dans des banques. Mais là, il spin après ça il se rend compte que il peut se faire passer pour un pilote d'avion. Puis là, le pilote d'avion, ça lui donne plein d'avantages. Non seulement, il peut voyager gratos sur plein de vols, puis etc. Puis là, après ça, il se rend compte aussi que les banques, ils se permettent d'encaisser des plus gros chèques quand tu reçois un paycheck d'une compagnie aérienne. Fait que là, il se met à faker puis c'est comme une escalade de fake par-dessus fake. Tu sais, à un moment donné aussi, quand il est plus jeune, je pense il est censé intégrer comme une nouvelle classe mais une nouvelle école, puis finalement il se fait passer pour... C'est excellent, là. C'est genre, il y a un bully qui le bouscule dans le couloir, puis finalement il se retrouve dans la même pièce, dans la même salle d'étudiants, que le bully en question, puis il fait croire que c'est le prof remplaçant. Fait que là, il le roast, là. C'est excellent, cette scène-là. Tu me dis ça, puis je me dis, c'est vrai, puis je sais pas ce qui se passe avec Spielberg et des scènes dans des classes, mais Indiana Jones, constamment, E.T., même chose. Tu sais, il y a toujours... Ouais, c'est vrai, il y a toujours quelque chose. Fait que dans le fond, c'est un requin robot nazi de l'espace dans une classe. Dans une classe. Voilà. C'est bon, j'aime ça. Mais ce film-là, d'ailleurs, il y a des scènes tournées à Québec. Oui, c'est vrai? Oui. Ça, je ne savais pas. La scène qui est soi-disant en France,
Oh, l'hiver ben non! devant l'église. C'est l'église en Basse-Ville, dans le Petit Champlain. Ah ouais! C'est Notre-Dame des Victoires. Ouais. Ah! Ça, faut que je regarde à nouveau cette scène-là en sachant ça. Il sort d'un genre d'entrepôt, usine, il se sauve de Tom Hanks. Parce que oui, on l'a pas mentionné, Tom Hanks est dans le film. Ben oui, Tom Hanks est dans le film. Est excellent dans ce film-là. Ouais, bref, il se sauve de lui, puis il ouvre la porte, puis il se ramasse dans le Petit Champlain. Puis quand tu regardes l'angle dans lequel il sort, tu te dis comme, il n'y a aucun entrepôt, là, oublie ça. Là. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, il est supposé être en France, donc c'est pas vraiment à Québec. Mais oui, il y a une scène tournée à Québec. Ah ouais. Puis étrangement, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont des voitures de police françaises. Dans Québec, là. Ouais. Donc, ils se sont dit que c'était moins cher de faire ça, de faire venir des voitures françaises que d'aller tourner en France. Que d'aller tourner en France. Ouais. Wow. Ouais. Mais puis tu sais, il y en a d'autres, des escroqueries. Il y a genre aussi, il se fait passer à un moment donné. Justement, il est sur le point de se faire pogner pour la première fois par l'agent du FBI qui est joué par Tom Hanks. Mm-hmm. Puis il se fait passer... Parce que l'agent du FBI connaît pas encore vraiment son visage, il se fait passer pour un agent des services secrets qui l'aurait pogné avant lui, juste pour être capable de s'échapper. Tu sais, c'est vraiment juste oui, ça tout le long. C'est excellent, là. C'est vraiment bon, là. Il devient médecin, il passe le barreau. Ben oui, je veux dire, il y a tellement de trucs, mais c'est impressionnant. C'est de voir comment il fait. Ouais. L'aisance avec laquelle il fait. C'est ça. C'est ça. Puis, tellement bon. Mais il y a comme un fil. Puis ça, c'est ça que j'aime bien aussi, je pense, dans ça, même si c'est complètement... ça, c'est complètement inventé. C'est sûr que ça se rattache même pas, je pense, à l'histoire du vrai Frank Abagnale, mais il y a un fil émotionnel avec son père qui est joué par Christopher Walken, qui est comme tout du long, tu sais, dans le fond, ce que le héros veut, c'est que ses parents reviennent ensemble, puis qu'ils puissent se racheter la maison de leur enfance parce qu'ils ont tout perdu, puis ils se sont séparés, puis etc. Puis tu l'entends régulièrement en voix off DiCaprio pendant le film, comme s'il écrivait une lettre à son père pour lui dire « Hey papa, check ce que je fais de ma vie, je vais nous la racheter la maison, puis tu sais, ça va bien aller, puis etc. » Puis finalement, c'est ça le plus beau fil émotionnel qui rend le personnage attachant, c'est parce qu'il aime son père, puis il veut que ses parents reviennent ensemble, tu sais. Ouais. J'aime ça, ce côté-là du film aussi, Catch Me If You Can. Hey, la morale de l'histoire, les amis qui nous écoutez, si vos parents sont séparés, faites de la fraude. Oui, faites de la fraude pour que vos parents reviennent ensemble. Exactement. Faites pas ça. C'est exactement ça. Faites pas ça. C'est une blague. Oh là là. En tout cas. Ce serait à qui, là? Ce serait à moi. Oui, ce serait à toi. Tintin. Ben oui. Tintin, ben oui, c'est vrai, Tintin. hein? Tintin, ouais. Je suis tellement allé là, pas à reculons, mais tu sais, Tintin est sorti à la fin de l'espèce de trend où Spielberg produisait des films animés, motion capture un peu weird, toujours avec Tom Hanks, que tu sais, il y avait de quoi de vraiment étrange là-dedans. Mm-hmm. Donc, je suis allé le voir quand c'était au cinéma, un peu à reculons. Quel bon film! C'est tellement bon. C'est bien animé, bien entendu, motion capture avec le légendaire Andy Serkis qui a fait Gollum. Mais c'est là qu'on voit qu'est-ce que Spielberg pourrait faire si sa caméra pouvait faire le mouvement qu'il veut passer à travers... Tu sais, comme... Il y a un genre de plan, il me semble que c'est un plan séquence où Tintin poursuit... la caméra se promène, a des mouvements impossibles, tourne autour de... C'est comme un drone avec une agilité incroyable. C'est tellement beau, c'est tellement bon. Les acteurs, justement, j'ai parlé d'Andy Serkis, il y a Simon Pegg et Nick Frost qui font Dupont. Ben oui, c'est vrai. Puis le seul truc qui est mauvais, c'est que quand tu vas le voir en version originale, ben Tintin s'appelle Tintin. Oui,
Tintin. Ils auraient pu au moins essayer de le prononcer à la française, même si c'est ça serait pas capable. Je veux dire, il se foule la gorge à essayer. Tintin! Il explose. Tu sais, le Ark of the Covenant, là, qui fait fondre la face, là, ça aurait été le même résultat sur les acteurs s'ils avaient essayé de prononcer Tintin. Le son c'est comme le pain. C'est Tintin. Ting, surtout avec l'accent du sud de la France. Oh, oui, ça aurait été magique. Mais non. Mais Tintin, pour vrai, si vous n'avez pas vu Tintin, puis vous voulez regarder un film vraiment, vraiment divertissant en famille, allez-y. Mon fils vient de découvrir Tintin, d'ailleurs, les bandes dessinées, puis Capitaine Haddock. Ben oui, Capitaine Haddock. Ça sort des insultes incroyables. C'est malade. Puis le professeur Tournesol qui est complètement à la ramasse à chaque fois. Puis non, c'est vraiment c'est des bons personnages. Ouais, mais le film est excellent. Ouais. Très cool. Quoi d'autre dans ta liste, toi? Minority Report. Ouais. Ouais, j'avoue, hein. Il est pas dans la mienne. Mais en même temps, je regardais la filmographie. C'est comme... Ben, c'est dur de te dire, il faut que je fasse juste un choix de 5 là-dedans. Exact. C'est tough. Mais je pense que c'est l'un des premiers films de sci-fi que... C'est pas forcément le film de sci-fi le plus impressionnant, mais il y a quelque chose où il joue beaucoup avec les timelines. Puis j'adore ça, moi, le jeu avec les timelines qui se croisent, là, futur, passé, etc. Et là, c'est le moment. C'est le moment de dire. Hein? C'est le moment de dire. De quoi? C'est comme les films de Christopher Nolan. Bon, voilà, c'est fait. OK. Alors, 12 épisodes de fait, 12 épisodes de Christopher Nolan. J'ai failli pas le dire, Étienne. Ça aurait été un manque. Hey là, ça aurait été un raté. Mais oui, Christopher Nolan, oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, Minority Report, tu sais, très vite, il y a une unité de ce qui s'appelle le pre-crime, avec des precogs qui baignent tout en blanc, tout rasé, ben creepy dans un genre de bain de lait. Puis, c'est drôle parce qu'en voyant ça, je me suis dit, mais attends, ça me fait penser à quelque chose de la mythologie, tu sais, puis c'est peut-être parce que je baignais dans Ragnarok puis toutes ces affaires-là dont j'ai parlé au début, mais je me suis dit, ça me rappelle, à un moment donné, il y a comme, je sais plus dans quel dessin animé ou film, il y a comme 3 sorcières, je pense, à l'Olympe ou pas loin, puis là, Zeus ou d'autres divinités vont leur demander conseil, genre. Puis je me suis dit, c'est drôle, on dirait. Je sais pas pourquoi ça fait écho avec les precogs. Je suis allé voir les 3 sorcières, ça s'appelle les sorcières Moirai en Grèce ancienne, puis elles étaient chargées du destin. Je me suis dit, peut-être que c'est un clin d'œil à ça. Je sais pas. Mais bref, il y en avait 3, des precogs là, dans l'unité de pre-crime. Ça m'a fait penser à ces genres de sorcières qui sont responsables du destin. Pour vrai, c'est sûrement voulu. Non, mais c'est si vrai. J'y ai pensé, peut-être que quelqu'un d'autre comme Spielberg y a pensé. Tu sais, je sais pas. Non, mais tout est dans tout, comme ils disent. Tout est dans tout. Ouais, voilà. Puis, c'est un film un peu de prophétie. Mais contrairement à beaucoup de films de prophétie, la prophétie dans ce film-là, elle est déjouée. Parce que le message principal, c'est pas parce que parce que le pre-crime, c'est en gros, t'as une unité qui est dédiée à, ils arrivent à voir d'avance s'il va y avoir un meurtre, puis ils peuvent se rendre pour empêcher le meurtre, puis arrêter le meurtrier, pour l'accuser d'un pre-crime, finalement, de la préméditation, ils l'ont vu venir d'avance, tu sais. Fait que c'est ça, sauf que là, Tom Cruise, qui est notre personnage principal, lui déjoue son propre destin, parce qu'il était censé assassiner quelqu'un à un moment donné, puis il ne le fait pas. Sauf que je trouve que dans la majorité des films de prophétie, ou de dessins animés, peu importe d'histoire, souvent, de voir ta prophétie, ça fait en sorte que tu la réalises. Dans le sens où
Puis tu le verras dans God of War Ragnarok, tu le verras dans plein de trucs. Dès que quelqu'un voit sa prophétie, puis il voit à un moment donné, tel proche va mourir, je vais tout faire pour empêcher qu'il meure, puis finalement il meurt vraiment. Tu sais, c'est tout. Puis c'est ta faute. C'est ta faute, exactement. Exact. Tout à fait. Fait que là, c'est pas arrivé. Là, je me suis remis un peu dans le bain, j'ai été voir des extraits, puis j'ai fait, c'est vrai. Là, c'est un film prophétique, mais c'est pas la prophétie qui arrive. Intéressant. Puis, il y a le travail en fait, notre héros joué par Tom Cruise s'appelle John Anderson. Il y a une fameuse scène où il a des gants, puis il gère des interfaces qui sont probablement des genres d'hologrammes. Mais ça fait, encore une fois, dans la cour de récré, ça flash en esti de parler de ça. Là. C'est tellement bon comme effet spécial. C'est impressionnant. Personne parlait du film, personne parlait de l'histoire. Tout le monde parlait, tout le monde parlait de l'interface utilisateur. Exactement. Et personne a dit les mots « Je pourrais pas faire ça plus que 10 minutes sans avoir mal partout. Hein? » Alors qu'en réalité, c'est une aussi mauvaise idée que la fois où on mentionnait que ceux qui designent des téléphones transparents pensent que c'est une bonne idée. C'est le même principe. Ça a l'air cool. Ça a l'air très cool. Pendant 3 secondes, jusqu'à ce que tu essaies de l'utiliser, puis tu fasses comme ouf, tu veux que je passe la journée comme ça? OK. Puis ça va vite, là. Tu sais, il accélère des vidéos, il fait des retours, il prend un truc, un indice d'un endroit, il le met devant lui, puis ça va vite. Mais tu sais, si on faisait ça en vrai, je pense qu'en effet, ça serait peut-être... Tu finirais avec des bras, puis des épaules, puis des omoplates tellement musclés. Là. Ouais. Puis il y avait un autre truc qui m'avait marqué dans ce film-là, c'est que pour te faire repérer, pour te faire identifier par la police, ils envoient des genres de mini-araignées, des bots, là, avec des toutes petites pattes métalliques qui viennent scanner ta rétine pour voir si c'est toi la bonne personne. Puis à un moment donné, Tom Cruise se fait changer ses yeux. Puis au réveil, il s'est fait dire par le gars qui lui a changé les yeux, si tu veux, tu peux aller dans le frigo, t'as juste à suivre la petite corde que je t'ai mis à ta disposition, tu vas dans le frigo, tu peux te prendre un sandwich, boire, etc. Puis là, c'est l'un des moments drôles que Spielberg vient nous remettre dans la face parce qu'il fait juste manger de quoi de moisi puis boire du lait pourri. C'est genre, tu sais, je suis comme, ok. Le petit clin d'œil de Spielberg. Moi, ce qui m'avait... je vais utiliser le mot de manière très légère, le traumatisé, là. Mais c'est quand, après, je pense qu'il rentre dans un centre commercial. Puis là, il se fait scanner les yeux par tout plein de billboards publicitaires qui s'adressent directement à lui. Ouais. Ça, je suis convaincu que 99,999% des gens qui ont vu ce film-là ont fait comme « Oh my God, mais c'est tellement horrible comme potentiel futur. » Mais t'as le 0.001% qui travaille en marketing qui se sont tous dit « Ouais, quelle bonne idée, on va faire ça. J'ai hâte qu'on fasse ça. J'ai hâte qu'il y ait des pubs partout. » Puis quand tu regardes des œuvres de sci-fi, c'est pas la seule qui parle d'avoir plein de pubs autour de toi, mais qui s'adressent directement à toi, sauf que ce sera peut-être pas toujours via ton œil, ce sera peut-être via une puce qu'on t'a implantée dans la peau. Ça sera pas encore ça, pas encore cette histoire-là. Pas encore le Neuralink, pas encore Elon Musk, s'il te plaît. Non, mais c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire, c'est quand même une histoire récurrente en sci-fi. C'est ça que j'avais à dire sur Minority Report. J'aime pas ça. Ouais, mais c'est un excellent film aussi. Le dernier que j'ai dans ma liste, c'est la liste de Schindler. La liste de Schindler. C'est pas le genre de film que je veux regarder. J'ai même pas. Non, c'est ça. J'ai même pas réétudié le film le moindrement avant cet épisode-là. C'est juste que je me rappelle l'avoir vu, avoir été marqué. Et c'est tout. Mais c'est tout dans le sens, c'est vraiment fortement marqué. Le sniper sur le balcon qui snipe du monde juste parce que ça lui tente, la petite fille habillée en rouge alors que tout le film est en noir et blanc, sauf elle, juste pour rendre encore plus humain le fait que c'est des gens qui se faisaient tuer, dont des enfants, dont cette petite fille-là. C'est assez touchant et la chanson thème, la musique thème au violon de ce truc-là, je veux dire, c'est à embrailler, c'est vraiment tellement bon. C'est
tellement bon. Je me rappelle que c'était très bon. Mais en effet, un peu comme toi, je sais pas, tu sais, le regarder, c'est quand même un commitment à la fois émotionnel, mais me semble que c'est l'un des films de Spielberg qui est ben long aussi. Je crois qu'il est comme 3 heures. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est le même genre de commitment quand tu te questionnes, est-ce que je regarde la version longue du Seigneur des Anneaux ou pas? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais quand même mentionner, on a 2 de nos astronautes qui ont donné leur film préféré à eux. J'ai pas fini, mais il m'en reste un, mais vas-y, tu peux... je pensais oui, que il m'en reste un. Non, il m'en reste un. Baptiste, tu vas attendre. On va passer nos astronautes d'abord. Il n'y a pas de problème. Goof, alias... JP, alias Goof, qui est notre spécialiste du cinéma. Oui, vraiment. No joke, ce gars-là fait des parties à chaque saison des Oscars. À chaque Oscar, il y a un tapis rouge avec sa famille et compagnie. Ils avaient raconté ça. D'ailleurs, je lui ai demandé s'il pouvait nous organiser un pool des Oscars sur le Discord. Alors, si vous voulez participer à un pool des Oscars, venez joindre le Discord. Sur le Discord. J'adore ça podcast.com. Il y a le lien qui est là. Allez voir. Son top 5 dans l'ordre. Jaws, numéro 1. Ouais. Super film. Ouais. Jurassic Park, numéro 2. Ouais. Duel, numéro 3. Je vais vouloir en parler après que tu parles de ton film. Saving Private Ryan. Ben oui. En 4, puis Schindler's List en 5. Très bon top 5. Ben oui. Et notre autre astronaute qui a participé, The Norse, un régulier, salut. Saving Private Ryan est définitivement numéro 1. Dernière croisade, Schindler's List et Jurassic Park, pas loin derrière. Donc lui aussi, Dernière croisade. Il y a des choses qui se ressemblent avec ton top à toi, la Dernière croisade, en tout cas. Oui, tout à fait. Intéressant. Merci à vous deux. Baptiste, c'est lequel ton... là, je vais être peut-être un peu anticonformiste pour certains, mais le Terminal. Ah oui, c'est bon ça! Oh, j'avais complètement oublié que c'était lui. Oui, c'est Spielberg. C'est tellement bon ce film-là. Tu peux... Hey, écoute, tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui a une idée. Tu sais, entre autres, on va faire un film au complet dans une cabine téléphonique. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, là, ils font un film au complet dans une cabine téléphonique. Puis... Un film au complet dans un aéroport. Ouais. Mais quand tu y penses, je me suis dit, OK, c'est quand même... Tu prends un concept puis tu le pousses loin, là. Mm-hmm. Parce que, dans le fond, ce que ça décrit, c'est Tom Hanks qui joue un personnage qui est inspiré d'une histoire vraie, qui est d'ailleurs une histoire probablement pas mal plus vraie que celle de Frank Abagnale Jr. Hey, je savais pas que c'était une histoire vraie. Ouais. C'est encore meilleur. Oh my God! Il y a un Iranien qui a longtemps vécu dans la zone internationale de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Mais le film, bon, lui, se passe à New York. Fait que, c'est pas exact, mais ça s'inspire. Attends, non. Faut jaser de ça. Si ça s'était passé en Espagne, si le fait vécu avait été en Espagne, ça aurait été en Espagne. Si le fait vécu avait été à London Heathrow, ça aurait été à London Heathrow. On dirait qu'à chaque fois que quelque chose est en France, les Américains font non, ça arrivera pas. Non, les Français, on les aime pas. On va refaire Taxi et ça va être exécrable. Oui, c'est ça. On va refaire True Lies. On va refaire... Puis, c'est drôle. Assumez. C'est vrai, t'as raison, hein? C'est vrai, t'as raison. C'est quand même assez récurrent, mais bon, en tout cas, c'est inspiré d'une histoire vraie. Puis, d'ailleurs, Tom Hanks joue avec... Là, je dois le souligner. Il a un accent d'Europe de l'Est tout le long du film. C'est assez impressionnant. Il est constant. Puis il le joue vraiment bien, son accent. Fait que ça, puis je sais plus en fait exactement, mais c'est peut-être assez rare de voir Tom Hanks comme faire un accent d'Europe de l'Est. Là. Il me semble que ça sort pas très souvent. Non, mais il a quand même fait Forrest Gump qui a fait un accent. Oui, Forrest Gump. Oui, tout à fait. Puis, exactement. Ouais, tout à fait. Puis une autre raison, avant que je tombe dans le détail, là, mais une autre raison qui fait en sorte que Terminal se trouve dans mon top, ça c'est un peu quétaine, là, mais tu sais, là, quand on était jeune, puis qu'on se posait la question, hey, toi, mettons,
ta célébrité préférée avec qui t'aimerais sortir, là, si ça pouvait être ta petite copine, ça serait qui? Ben moi, c'est Catherine Zeta-Jones que je disais tout le temps. Puis Catherine Zeta-Jones, elle joue dans le terminal. Elle joue en plus une hôtesse de l'air. Fait que tu sais, c'est ça. Là, je suis un petit peu biaisé, là. Ça y est, on a la liste complète des fantasmes de Baptiste. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est mon top en fonction de mes fantasmes, finalement. Mais c'est ça. C'est pour ça aussi que t'as mis Catch Me If You Can. Quand DiCaprio est avec ses 300 hôtesses de l'air. Exactement. Je l'ai juste fait en fonction de ça. Mais tu sais, c'est l'histoire... Puis tu sais... L'histoire d'un homme qui vit dans un terminal d'aéroport, quand il pense, tu sais, c'est comme un lieu qui est dédié à des passagers très temporaires, finalement, pour tout le monde, mais lui, il faut qu'il y vive de façon permanente. Fait que c'est quand même un bon défi de réussir à faire un long métrage qui soit intéressant, mais qui se passe tout le long dans un aéroport. Mais tu sais, au final, c'est vraiment... je sais pas comment il a fait, mais il a comme pris plein de détails qui sont vraiment intéressants. C'est comme, bon, ben, le gars, faut qu'il vive, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il mange, ok, parfait. Fait que là, il découvre que quand tu ramènes ton chariot à bagages, tu te fais 25 cents. Fait que là, il va prendre les chariots à bagages de tout le monde dans l'aéroport, puis il les ramène, puis il se fait 25 cents, puis il va manger un Burger King. Ouais. Tu sais, c'est plein de petits détails comme ça. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Je pense qu'il refait à un moment donné une nuit. Il refait une devanture au complet toute la nuit, genre... Avec les tuiles? Avec les tuiles, avec les... Tu sais, il refait tout, puis là, les travailleurs arrivent le lendemain, puis ils font « Mais c'est qui ce gars-là? » Es-tu dans l'équipe de l'autre dude qui veut me trasher? Ben, je t'embauche d'abord, puis... Tu sais, c'est comme... Je suis comme « OK. » Puis, il finit par... Puis là, il finit à se faire copain-copain avec un gars qui gère les repas qui sont distribués dans les avions. Puis ce gars-là est joué par nul autre que un jeune Cassian Andor, Diego Luna. Tu vois, ça, c'est le genre de truc là que... Est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, tu revisites un vieux film? Oui, ben c'est ça qui m'est arrivé. Je le savais pas qui était dans le... je l'avais jamais remarqué. Puis là, je retombe dans le film, puis je fais, mais non! Il y a Cassian Andor dans le film, dans le terminal. Qu'est-ce qu'il fait là? Puis en plus, le rôle que Diego Luna joue, c'est il se lie d'amitié, il lui donne des plateaux repas, puis en échange, lui, il l'aide à cruiser la fille qui lui tamponne refusé à chaque fois sur son visa. C'est tellement une histoire, puis tu sais, t'es comme, t'arrives à faire tout ça dans un contexte juste d'un aéroport. Ouais. C'est malade. Ouais. Puis il y a un petit quelque chose, évidemment, c'est un genre de... Je pense... Je crois que, parce que j'ai pas revu le film au complet depuis un petit bout, mais je crois qu'il se passe pas vraiment grand-chose, mais il y a un genre de début de romance / intérêt entre le personnage de Catherine Zeta-Jones et le personnage de Tom Hanks. Oui. Mais finalement, il finit par, à la fin, réussir à sortir de l'aéroport, il la recroise, mais ils font juste s'échanger un regard, un peu comme Christian Bale et celui qui joue Alfred dans Batman. Ah, mais eux, l'échange de regards très connu. La tension sexuelle entre les deux était tellement élevée à la fin. Non, c'est une blague. Mais... c'est ça. Exact. Fait que c'est ça, le terminal. Le terminal. Excellent choix. Excellent choix. Ouais, j'ai vraiment, Faut que je te parle de Duel. Vas-y, parle-moi de Duel. As-tu déjà vu Duel? Non, le pire, je pense que je l'ai pas vu. Personne n'a vu Duel. Ouais, sauf JP. Mais... Je te raconte une histoire, puis ça va t'atteindre d'une certaine façon parce que tu es un nouveau papa de ton deuxième enfant. Quand je suis devenu nouveau papa de mon deuxième enfant, mon premier étant un enfant qui dormait que très peu et qui se réveillait tout le temps, disons que j'étais de garde de nuit les premières nuits, surtout en arrivant. Puis ce que je faisais les premières nuits, c'est que je dormais dans le salon. Avec le petit panier à côté de moi, le petit berceau. Puis dès que je devais me lever, me réveiller, nourrir, ben, je le faisais. Question que maman se repose. Bon. Tout à fait. Et là, avec mon deuxième enfant, j'ai voulu faire la même chose. Mais mon deuxième enfant dormait. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais aller le coucher dans sa chambre, puis je vais aller me coucher moi. Puis que c'est sûr que si je fais ça, elle va se réveiller. Mais oui, c'est sûr. Bon, donc j'ai fait le même principe. Je me suis mis sur le divan, j'ai allumé la télévision. Puis,
T'as regardé Duel? Duel, mais je suis tombé... Puis, regarde, je suis tombé au milieu du film. C'est un film entre le personnage principal qui conduit sa voiture dans le désert et l'antagoniste qui est un camion. Il n'est pas le chauffeur du camion. On ne sait pas qui conduit le camion. C'est le camion. Ah, c'est bon. Puis c'est du road rage, dans le fond. Le camion veut tuer le protagoniste. C'est tellement bon. Non, au moment où je suis arrivé dans le film, il n'y avait pratiquement pas de dialogue en plus. Donc, encore une fois, c'est comment Spielberg réussit à faire un film qui va te passionner sans dialogue puis sans musique. Honnêtement, il n'y avait pas de musique là-dedans. Là. C'était un camion qui essaye de tuer un gars dans son auto. Ah ouais. Je savais pas ce que je regardais. En plus, j'arrive au milieu du film, j'ai aucune idée de ce que c'est, tu sais. Mm-hmm. Je regarde le film, puis je fais comme, c'est quoi ça? Et je suis incapable de... Puis là, il est 00h30, là. Je suis incapable de pas regarder. Je suis incapable de pas suivre. Ça va te chercher. C'est exceptionnel. Puis ça finit, puis c'est écrit, réalisé par Steven Spielberg, puis je suis comme, quoi? Quoi? Puis là, je sais toujours pas c'est quoi le titre. Fait que je vais voir dans la filmographie de Spielberg, puis je fais « Oh my God, c'est vrai, il a fait tous ces films-là. » Puis finalement, je finis par trouver que c'est Duel. Puis quand tu fouilles sur « OK, c'est quoi ce film-là? » C'est un long-métrage qu'il a fait. Je pense que c'est son 2e long-métrage officiellement, mais c'est souvent listé comme son premier. Mais c'est un film qui a été fait pour être straight to television. Pour pas aller au cinéma. C'était pour aller à la télé. Regarde, voici un budget... T'as $4, amuse-toi. Ouais. Puis, ce film-là a fini par avoir un release au cinéma quand même, parce que c'était bon à ce point-là. Faut que tu regardes ça. Faut que tu regardes ça. Faut que j'aille voir ça. Mon cerveau qui avait plus d'énergie a été incroyablement diverti par ça. C'est magique. C'est du Spielberg à son meilleur. Puis c'était le très, très jeune Spielberg. Je pense que ça date de 72, un truc comme ça. Duel. Duel. C'est bon. Avais-tu d'autres choses à dire sur Spielberg? Non. OK. Il me reste 2 trucs très rapides. Vas-y. Il y a des gens qui ont analysé le style Spielberg puis se sont rendus compte que Spielberg a un système qui s'appelle le L system. Donc, c'est des mouvements de gauche à droite suivis par des mouvements où on s'approche ou on s'éloigne du sujet, ou bien le sujet s'éloigne ou s'approche de la caméra. Et ça alterne. Gauche-droite, devant, derrière. Gauche-droite, devant, derrière. Constamment. Des fois, c'est la caméra qui bouge. Des fois, c'est les acteurs qui bougent. Mais il y a comme une obsession pour alterner entre les deux. Donc, tu vas voir une voiture arriver. Au lieu que tu vois la voiture arriver, puis la voiture arrive tout simplement devant la caméra, la voiture on va la voir arriver sur la rue au loin. On va la voir tourner vers la caméra. On va la voir s'approcher de la caméra. Ensuite, la caméra va faire un mouvement de gauche à droite pour suivre la voiture qui, elle aussi, va faire un mouvement de gauche à droite. Et là, le personnage va sortir, va s'approcher de la caméra. La caméra va se déplacer sur la gauche. Tu vois, c'est comme un après l'autre, un après l'autre. Puis, c'est considéré comme une de ses signatures personnelles. Puis, apparemment, c'est un coup que tu le sais, tu peux plus le voir. Tu peux plus le voir. Mais c'est vraiment cool. Faut que je check ça. Yes. Je voulais finir avec un petit quiz. Un petit quiz? Oui. Un petit quiz pour toi. J'ai fait 3 questions. Je vais te donner des choix de réponse. Essaie de trouver. OK. Ouh là là. Combien d'Oscars Steven Spielberg a gagné personnellement dans sa carrière? Là, personnellement, c'est Director ou Best Picture. OK. Donc, les choix de réponse. 3, 7, 10 ou 12? Je dirais 10. 3 seulement. C'est 3. C'est fou, hein? 3. Là, on s'entend, c'est Best Director puis Best Picture. Mais quand même. C'est parce qu'il a fait tellement... Pour vrai, j'avais pas vu le nombre d'Oscars qu'il avait gagné, mais j'avais vu le nombre de millions d'entrées puis de revenus que ces films font, puis c'est insane. Puis tu sais, tout le monde connaît son nom. Hein.
Tout le monde connaît son nom. Exactement. Puis, juste 3 Oscars à son nom. Best Director et Best Picture pour Schindler's List. Ouais. Et Best Director pour Saving Private Ryan. Et voilà. Deuxième question. Combien d'Oscars les films qu'il a réalisés ont-ils gagné, toutes catégories confondues? 19, 27, 35 ou 43? Oh là là. C'est drôle, j'ai comme l'impression que ça va être à l'inverse de ce que tu viens de dire. Inversement proportionnel, je vais dire 43. C'est 35. 35. 35. Schindler's List avec 7 Oscars à lui seul, qui est son film le plus primé. Ouais. Puis là, on est passé de gagnant à son nom à gagnant ses films. Maintenant, nomination aux Oscars. Pour des films réalisés pour des films réalisés, pas produits, mais réalisés par Spielberg. Et là, tu dois en avoir beaucoup. Nomination. OK, les choix de réponse. 78, 99, 147 ou 200 bien pile. 147. 147. Bonne réponse, Baptiste. Bravo, t'en as une. C'est cool. Lincoln, qui est excellent. D'ailleurs, on n'a pas mis dans nos listes, mais oui, on l'a pas mis, c'est vrai. Super bon. Daniel Day-Lewis là-dedans est vraiment bon. Lincoln et Schindler ont tous les deux 12 nominations. 12 nominations aux Oscars. Et c'est beaucoup, hein. Ouais. Toi, Baptiste, t'as combien de nominations? Mettons, on additionne nos nominations. Nos nominations aux Oscars? Ouais, aux Oscars. Ben, écoute, moi, je pense Ben, c'est juste que je suis pas encore connu, mais, mais si j'étais connu, je pense que j'en aurais peut-être déjà eu 2. Non, je m'imagine moi aussi ma vie comme Frank Abagnale. On en a moins 0. Je suis convaincu qu'on en a moins 0. Moins 0. On n'a même pas 0, on a moins 0. Ah, on va se rendre à 30 ou quelque chose, là. Inquiète-toi pas. Partez donc de 30, c'est d'accord? Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir trippé avec nous. On a toujours bien du plaisir à triper avec vous. Si vous avez aimé ça, laissez-nous un petit thumbs up sur YouTube. Laissez-nous un petit 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Music. Abonnez-vous. Parlez-nous. Parlez-nous, c'est important. C'est comme ça qu'on va faire grandir la communauté du podcast. Allez sur les devices de vos amis, puis abonnez-les à notre podcast. Rendez-vous aussi sur j'adoresapodcast.com pour trouver tous les liens vers nos différentes plateformes, dont Discord, qu'on vous invite chaudement à rejoindre pour participer avec la communauté, à influencer un peu nos épisodes, à nous donner des idées, puis à échanger avec nous autres. Puis sur ça, on a hâte de vous parler dans un mois. Baptiste, on se dit à la prochaine. Salut les astronautes. Bye. J'adore ça. J'adore.